Chapitre 30. J'ai fait une visite à Hurlevent, mais je n'ai pas revu Catherine depuis qu'elle est partie. Joseph a retenu la porte pendant que je demandais à la voir. Il n'a pas voulu me laisser entrer. Il disait que Madame Linton était occupée et que le maître n'était pas là. Zilla m'a un peu raconté comment vont les choses, sans quoi je ne saurais pas qui d'entre eux est mort ou vif. Elle trouve Catherine hautaine et elle ne l'aime pas, à en juger par ses paroles. Ma jeune maîtresse lui a demandé quelques services à son arrivée. Mais M. Heathcliff lui a dit de s'occuper de son propre travail et de laisser sa bru se débrouiller. Et Zilla a volontiers acquiescé, égoïste et étroite d'esprit comme elle est. Catherine s'est montrée contrariée comme un enfant d'être ainsi négligé par elle, l'a payée en retour de dédain et a enrôlé ainsi mon informatrice parmi ses ennemis, aussi sûrement que si elle lui avait causé un grand tort. J'ai eu une longue conversation avec Zilla, voici environ 6 semaines, un peu avant votre arrivée, un jour que nous nous étions rencontrés sur la lande, et voici ce qu'elle m'a conté. La première chose qu'ait faite Madame Linton en arrivant à Hurlevent, me dit-elle, a été de courir en haut sans même nous souhaiter le bonsoir, à moi et à Joseph. Elle s'est enfermée dans la chambre de Linton et elle y est restée jusqu'au matin. Puis, tandis que le maître et Earnshaw étaient à déjeuner, elle est entrée dans la salle et elle a demandé, toute tremblante, si l'on pouvait aller chercher le docteur. Son cousin était très malade. « Nous savons ça, » répondit Heathcliff, « mais sa vie ne vaut pas 1 liard, et je ne dépenserai pas 1 liard pour lui. »« Mais je ne sais que faire, » dit-elle, « et si personne ne veut m'aider, il va mourir. »« Sortez de la chambre !» cria le maître, « et que je n'entende plus un mot à son sujet. Personne ici ne se soucie de ce qui lui advient. Si vous vous y intéressez, faites l'infirmière, sinon enfermez-le dans sa chambre et laissez-le. » Alors elle a commencé à me tracasser et je lui ai répondu que je m'en étais assez vue avec cette harassante créature. Nous avions chacune notre tâche et la sienne était de s'occuper de Linton. M. Heathcliff m'avait ordonné de lui laisser cette besogne-là. Comment se sont-ils arrangés ensemble, je ne saurais le dire. J'imagine qu'il s'est beaucoup agité, qu'il a gémi nuit et jour, et elle n'avait guère de repos. On le devinait à son visage blême et à ses yeux lourds. Elle entrait parfois à la cuisine tout égarée, et elle avait l'air d'avoir bien envie de demander du secours. Mais je n'allais pas désobéir au maître. Je n'ose jamais lui désobéir, Madame Dean. Et j'avais beau penser qu'on avait tort de ne pas appeler Keynes, ce n'était mon affaire ni de donner des conseils, ni d'élever des plaintes. Et j'ai toujours refusé de m'en mêler. Une fois ou deux, après que nous étions allés nous coucher, il m'est arrivé de rouvrir ma porte et de la voir assise à pleurer en haut de l'escalier. Mais je rentrais vite dans ma chambre, de crainte de me laisser entraîner et intervenir. J'avais pitié d'elle, bien sûr, mais je ne voulais pas perdre ma place, vous comprenez ? Enfin, une nuit, elle est entrée résolument dans ma chambre et elle m'a tout épouvantée en disant « Prévenez monsieur Heathcliff que son fils est mourant. J'en suis sûre cette fois-ci. Levez-vous instantanément et allez le lui dire. » Là-dessus, elle a disparu. Je suis restée 1/4 d'heure à écouter et à trembler. Rien ne bougeait. La maison était silencieuse. « Elle s'est trompée, me suis-je dit. Il a passé la crise, je n'ai pas besoin de les déranger, et j'ai commencé à m'assoupir. Mais mon sommeil a été troublé une seconde fois par un violent coup de sonnette. La seule sonnette que nous ayons, on a installé exprès pour Linton, et le maître m'a appelé pour m'ordonner d'aller voir ce qui se passait, et de leur dire qu'il ne voulait pas que ce bruit se répétât. Je lui fis la commission de Catherine. Il poussa un juron, sortit quelques minutes plus tard avec une chandelle allumée et gagna leur chambre. Je suivis. Madame Heathcliff était assise au chevet du lit, les mains croisées sur ses genoux.
Son beau-père s'avança, éclaira le visage de son fils, le regarda et le toucha, après quoi il se tourna vers elle. « Eh bien, Catherine, dit-il, comment vous sentez-vous » Elle resta muette. « Comment vous sentez-vous, Catherine » répéta-t-il. « Il est en sûreté, je suis libre, » répondit-elle. « Je devrais me sentir bien. Mais, continua-t-elle avec une amertume qu'elle ne pouvait cacher, vous m'avez laissé si longtemps lutter seule avec la mort que je ne sens et ne vois que la mort. Je me sens comme morte. » Et elle en avait l'air aussi. Je lui donnai un peu de vin. Ayrton et Joseph, qui avaient été réveillés par le coup de sonnette et le bruit de pas, et qui nous avaient entendu parler du dehors, entrèrent à ce moment. Joseph était content, je crois, que le jeune garçon s'en fût allé. Ayrton semblait troublé un brin, quoiqu'il fût plus occupé à regarder Catherine qu'à penser à Linton. Mais le maître lui ordonna de se remettre au lit. Nous n'avions pas besoin de son aide. Il fit ensuite porter le corps dans sa chambre par Joseph et me dit de retourner dans la mienne, et madame Heathcliff resta seule. Au matin, il m'envoya lui dire qu'elle devait descendre déjeuner. Elle s'était déshabillée. Elle semblait être sur le point de s'endormir, et elle répondit qu'elle était souffrante, ce qui ne me surprit guère. J'en informai M. Heathcliff, et il répondit « Bon, laissez-la tranquille jusqu'aux obsèques. Montez de temps en temps, lui donner le nécessaire, et dès qu'elle paraîtra mieux, dites-le-moi. » Cathy resta en haut 15 jours, selon Zilla, qui allait la voir 2 fois par jour, et qui aurait eu tendance à être plus amicale, mais dont les tentatives pour montrer plus de gentillesse furent repoussées promptement avec hauteur. Heathcliff monta une fois pour lui montrer le testament de Linton. Celui-ci avait légué tous ses biens meubles, naguère ceux de Catherine, à son père. Le pauvreil avait été amené par des menaces ou des cajoleries pendant la semaine qu'elle était restée absente, lors de la mort de son père. Quant aux terres, étant mineurs, il ne pouvait en disposer. Néanmoins, M. Heathcliff les avait réclamés, et il les gardait en vertu des droits de sa femme et des siens propres. Je suppose que c'est légal. En tout cas, Catherine, sans argent et sans amis comme elle l'est, ne peut pas lui en disputer la possession. Personne, en dehors de moi, dit Zilla, ne s'est jamais approché de sa porte, excepté cette fois-là, et personne ne s'est enquis de quoi que ce soit à son sujet. La première fois qu'elle est descendue dans la salle, c'était un dimanche après-midi. Elle s'était écriée quand je lui avais monté son dîner qu'elle ne pouvait plus supporter de rester au froid. Et je lui ai dit que le maître allait au manoir, et que ce n'était pas Earnshaw et moi qui allions l'empêcher, elle, de descendre. De sorte que, dès qu'elle entendit le cheval de Heathcliff s'éloigner au trot, elle fit son apparition, vêtue de noir, et ses boucles blondes rejetées simplement derrière ses oreilles, comme une quaqueresse, car elle n'avait pas pu les démêler. Joseph et moi allions généralement à la chapelle le dimanche. L'église, vous le savez, n'a pas de ministre en ce moment, expliqua madame Dean. Et à Gimmerton, on appelle le lieu de culte des méthodistes ou des baptistes. Je ne sais ce qu'ils sont au juste, une chapelle. Joseph était parti, continua-t-elle, mais je jugeais bon de rester à la maison. Les jeunes ne s'en trouvent que mieux d'avoir quelqu'un de plus âgé pour les surveiller. Et Ayrton, malgré toute sa timidité, n'est pas un modèle de bonne conduite. Je lui dis que sa cousine allait vraisemblablement se tenir avec nous, et qu'elle avait toujours été habituée à voir respecter le jour du sabbat. De sorte qu'il ferait aussi bien de laisser de côté ses fusils et son bricolage dans la maison. Il rougit à cette nouvelle, et jeta les yeux sur ses mains et ses vêtements. L'huile à graisser et la poudre de chasse disparurent en 1 minute. Je vis qu'il avait l'intention de tenir compagnie à sa cousine, et je devinai à ses manières qu'il voulait être présentable. Si bien que, riant comme je n'osais pas rire quand le maître était là, je lui offris de l'aider s'il voulait, le plaisantant sur sa confusion. Il devint sombre et se mit à jurer.
Allons, Madame Dean, continua-t-elle, voyant que ces façons n'étaient pas de mon goût, vous pensez peut-être que votre jeune dame est trop délicate pour Monsieur Harton, et vous avez peut-être raison. Mais je reconnais que j'aimerais bien rabaisser d'un cran son orgueil. Et à quoi lui serviront maintenant toute son instruction et tout son raffinement? Elle est aussi pauvre que vous et moi. Plus pauvre, je gage. Vous épargnez, et moi aussi, j'amasse pareillement un petit bien. Harton permit à Zillah de lui apporter son aide, et ses flatteries le mirent de bonne humeur, si bien que lorsque Catherine survint, à demi oublieux des insultes qu'il avait subies de son fait, il essaya au dire de la servante de se rendre agréable. « Mrs. entra, dit-elle, froide comme un glaçon et hautaine comme une princesse. Je me levai et lui offris ma place dans le fauteuil. Mais non, elle fit grise mine à mes civilités. Earnshaw se leva aussi, la priant de se mettre sur la banquette près du feu. Il était sûr qu'elle grelottait. « Il y a 1 mois et plus que je grelotte, » répondit-elle, en appuyant sur le mot avec tout le dédain qu'elle put. Sur quoi elle prit une chaise pour elle-même et la plaça à bonne distance de nous deux. Quand elle fut réchauffée, elle se mit à regarder autour d'elle et découvrit un certain nombre de livres sur le buffet. Elle se leva instantanément, se haussant pour les atteindre, mais ils étaient trop élevés pour elle. Son cousin, après avoir observé quelque temps ses tentatives, finit par assembler assez de courage pour l'aider. Elle tendit sa robe et il la remplit avec les premiers livres qui lui tombèrent sous la main. C'était une grande avance de la part du jeune gars. Elle ne le remercia point. Pourtant, il se sentit heureux qu'elle eût accepté son assistance. Il se risqua à rester derrière elle tandis qu'elle les examinait, voire à se pencher et à désigner ce qui frappait son imagination dans certaines vieilles images qui s'y trouvaient. Il ne se laissait même pas démonter par l'impudence avec laquelle elle faisait glisser la page sous son doigt, se contentant de reculer un peu et de la regarder au lieu de regarder le livre. Elle continuait à lire ou à chercher quelque chose à lire. Peu à peu, l'attention de Harton se concentra toute dans l'étude de ces épaisses boucles soyeuses. Il ne pouvait pas voir son visage, et elle ne pouvait pas le voir. Enfin, sans bien avoir conscience peut-être de ce qu'il faisait, mais attiré comme un enfant par une chandelle, il passa de la vue au toucher. Il étendit la main et caressa une boucle, aussi doucement que si c'eût été un oiseau. Il aurait pu lui avoir plongé un couteau dans la nuque à voir la façon dont elle tressaillit. « Allez-vous-en à l'instant ! Comment osez-vous me toucher ? Que faites-vous là ?» s'écria-t-elle d'un ton de dégoût. « Je ne puis pas vous souffrir. Je remonterai dans ma chambre si vous approchez. » M. Harton battit en retrait d'un air aussi niais qu'il se pouvait. Il s'assit sur la banquette, très silencieux, et elle continua à feuilleter ses volumes pendant une autre demi-heure. Finalement, Earnshaw vint à moi et me chuchota. « Voulez-vous lui demander de nous faire la lecture, Zillah ? J'en ai assez de ne rien faire et j'aimerais, ça me plairait peut-être de l'entendre. Ne dites pas que c'est moi qui l'ai voulu. Demandez-le comme de vous-même. » « Monsieur Harton souhaiterait que vous nous fissiez la lecture, ma'am, dis-je immédiatement. Il vous en serait beaucoup de gré, il vous en serait très obligé. » Elle fronça les sourcils et levant les yeux répondit. « Monsieur Harton, et vous tous tant que vous êtes, serez assez bons pour comprendre que je rejette tous les semblants de bienveillance que vous avez l'hypocrisie de me témoigner. Je vous méprise et ne veux parler à aucun de vous. Quand j'aurai donné ma vie pour une parole de bonté, même pour la vue d'un de vos visages, vous vous êtes tous tenus à l'écart. Mais je ne me plaindrai pas à vous. J'ai été attirée ici par le froid, non par le désir de vous amuser ou de jouir de votre compagnie. »« Qu'est-ce que j'aurais pu faire ?» commença Earnshaw. « En quoi ai-je été à blâmer ?»« Oh, vous êtes une exception, » répondit madame Heathcliff. « Je n'ai jamais eu besoin de votre sollicitude. »« Mais j'ai offert plus d'une fois, j'ai demandé,
dit-il, échauffé par son impudence. « J'ai demandé à M. Heathcliff de me laisser veiller à votre place. Taisez-vous! J'irai dehors, n'importe où, plutôt que d'avoir votre voix désagréable dans les oreilles, dit ma maîtresse. » Ayrton marmonna qu'elle pouvait aller au diable en ce qui le concernait, et décrochant son fusil, il ne se priva pas plus longtemps de ses occupations du dimanche. Il parlait à présent et non sans liberté, de sorte que bientôt elle jugea bon de regagner sa solitude. Mais le temps s'était mis au gel et en dépit de son orgueil, elle fut forcée de condescendre à notre compagnie de plus en plus. J'ai pris soin toutefois qu'elle n'ait plus à faire fi de mon bon vouloir. Désormais j'ai été aussi roide qu'elle. Elle n'a personne parmi nous pour l'aimer ou lui faire la cour, ce qu'aussi bien elle ne mérite pas, car au moindre mot elle se rebiffe, sans respect pour qui que ce soit. Elle s'en prend au maître lui-même et va jusqu'à le défier de l'abattre. Et plus elle se fait malmener, plus elle devient venimeuse. Tout d'abord, en entendant cette relation de Zillah, je résolus de quitter ma place, de prendre une petite maison et de décider Catherine à venir habiter avec moi. Mais M. Heathcliff ne serait pas plus enclin à admettre cela qu'à installer Ayrton dans une maison indépendante. Je ne vois pas de remède pour l'instant, à moins qu'elle ne se remarie, et mener à bien pareil projet ne me semble pas être de mon ressort. Ainsi se termina l'histoire de Madame Dean. En dépit des prévisions du docteur, je reprends rapidement des forces, et bien que nous soyons seulement dans la seconde quinzaine de janvier, je me propose de sortir à cheval dans un jour ou deux, et d'aller jusqu'à Hurlevent, pour informer mon propriétaire que je passerai à Londres les 6 mois prochains, et que si cela lui plaît, il peut chercher un autre locataire pour occuper les lieux après octobre. Je ne voudrais pas passer un autre hiver ici pour rien au monde.